Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui encore, on se retrouve dans une vidéo sur le thème d'Halloween. Si vous écrivez du fantastique, de l'horreur, de la fantasy et que vous utilisez des monstres mais que vous en avez marre et que vous avez déjà utilisé mille et maintes fois, les habituels sorcières, loups-garous, zombies, fantômes, et bien aujourd'hui je vais vous présenter 10 autres monstres, 10 autres créatures qu'on n'utilise pas si souvent, qui peuvent être super intéressantes et que d'ailleurs moi-même je n'ai pas utilisées, mais qui sont super intéressantes et qui développeraient du coup peut-être des histoires différentes de ce qu'on a déjà vu et revu. Donc j'ai fait une petite sélection, comme je l'ai dit j'en ai fait 10. Il y a 5 créatures humanoïdes et 5 créatures autres, plus animales, et elles sont toutes tirées de cultures différentes parce que en fait on a tendance à oublier qu'il n'y a pas que les cultures anglo-saxonnes et françaises, on a plusieurs autres cultures qui nous donnent des monstres et des créatures légendaires tout aussi intéressantes que celles qu'on utilise souvent, moi la première, et du coup je vous invite à aller chercher dans les autres cultures d'autres créatures. Donc là j'en ai pris que 10, celles qui me plaisaient le plus, que je voulais vous présenter. Mais sinon il y en a beaucoup plus. Première créature humanoïde, et c'est le Soul Eater. Quand j'ai fait mes recherches, j'ai pas trouvé vraiment de pendant en français. Donc en fait toutes les choses qu'on trouve à ce sujet c'est en anglais. Et du coup je dirais que la traduction littérale c'est le mangeur d'âme. Mais en fait en soi je pense que ce serait plus joli de dire le buveur d'âme. Après vous pouvez totalement garder le terme en anglais, le Soul Eater. Et donc le Soul Eater c'est une créature qui vient des légendes africaines et plus particulièrement de légendes de la tribu de Ossa, je sais pas si je le prononce correctement, qui est une tribu donc, qui est du Nigeria et du Niger. Pour cette créature, il n'y a pas de description physique. En revanche, il y a plusieurs notions, plusieurs types de... J'allais dire type de légende, ce n'est pas type de légende, mais il y a plusieurs versions de sa légende. Et donc la première, c'est qu'en fait, le Soul Eater était une créature, donc c'est en parallèle en fait aux zombies et aux sorcières, je pense que c'est leur interprétation à la tribu Ossa de ces sorciers et de ces zombies. C'est une créature qui se nourrissait des maladies neurodégénératives et donc en soi qui devait être une créature bonne, qui était dans le bien, et ses pouvoirs lui auraient été donnés grâce à des pierres qu'il aurait eu dans l'estomac. Dans la croyance Ossa, les pierres qu'il avait dans son estomac lui donnaient donc son pouvoir à cet homme ou à cette femme, et donc ces pierres, ce pouvoir pouvait lui être transmis soit donc de façon héréditaire par sa famille, soit par une sorcière, un sorcier qui lui transmettait son pouvoir. Dans une autre croyance, il est dit qu'en fait ces Soul Eaters, ces buveurs d'âme, étaient en réalité des hommes ou femmes qui avaient été maudits par des sorciers et qui de ce fait devaient se nourrir d'âme pour ne pas mourir affamés. Donc des sortes de vampires mais de l'âme, un peu comme les détraqueurs de J.K. Rowling. Et dans cette croyance, après que le Soul Eater ait mangé l'âme de sa victime, la victime disparaissait en poussière. Comme vous pouvez voir, on n'a pas vraiment... Il y a deux aspects à cette légende, à cette créature. Soit c'est une créature bonne, soit c'est une créature mauvaise, on ne sait pas vraiment. Et au-delà de cependant qu'il y a avec les sorcières et les zombies, il est aussi dit que le Soul Eater pouvait se transformer en chat, en chien et en d'autres animaux, donc ce qui pourrait faire penser à tous ces animaux garous. Donc en fait le Soul Eater c'est un peu un mélange de tout, de vampires, de sorcières, de zombies, de loups-garous, de chiens-garous, de chats-garous, bref. Je pense qu'on peut faire beaucoup de choses avec le Soul Eater. Autre chose que les détraqueurs qu'avait fait J.K. Rowling. Deuxième légende sur une créature humanoïde, et c'est sur le succube. Alors on dit le succube alors qu'en réalité c'est une femme, mais on ne dit pas la succube, on dit le succube. C'est un démon femme qui se charmerait des hommes et les séduirait du coup durant leur sommeil. Et il est dit dans
très couramment qu'elle se nourrirait en fait sexuellement de ses victimes, un peu comme un vampire mais sauf que c'est du désir sexuel qu'elle se nourrit. Le succube a déjà été utilisé plusieurs fois dans des textes, je l'ai vu souvent mais je pense qu'il y a quand même encore beaucoup de choses à être développées sur le succube et je trouve que c'est un personnage très intéressant. Et elle aussi, il y a 2 versions à sa légende. L'une de ces versions, c'est que le succube prendrait l'apparence d'une personne défunte de la famille d'un jeune homme et viendrait dans son sommeil le séduire et s'accouplerait tout simplement avec. Et la seconde version, c'est qu'en fait, le succube viendrait punir un homme en le charmant puis en l'abandonnant, un homme qui aurait commis l'adultère ou qui aurait été violent envers sa femme. Et il est important de savoir que le succube a un pendant masculin qui s'appelle l'incube. Et c'est étrange parce que l'incube, donc c'est le masculin du succube, mais l'incube, lui, à l'inverse, est laid. On vient de dire que le succube était quelqu'un de très charmant, une femme magnifique. Et le succube est quelqu'un de laid. Il est velu, hirus et possède des pieds de bouc. Donc en fait l'image qu'on avait de Satan à une époque. Et lui, ce qu'il fait aux femmes dans leur sommeil, c'est qu'il pèse sur leur poitrine jusqu'à les étouffer en fait dans leur sommeil. Voilà, c'est charmant. Troisième créature humanoïde. Vous en avez sûrement entendu parler de celui-ci, c'est les skinwalkers. On les a pu les voir dans Teen Wolf et ça se traduit littéralement par les marcheurs à peau, de peau, avec peau. Ces skinwalkers, ils viennent de la culture Navajo, donc c'est une culture de natifs américains. Et eux aussi en fait c'est des créatures dont on peut faire un pendant avec les loups-garous, puisque ce serait en fait des chamans, des sorciers qui seraient malveillants et qui arriveraient à se transformer en animal grâce aux peaux qu'ils auraient récupérées des animaux en fait. Enfin sur ce fait, il y a plusieurs versions aussi. C'est que donc ces chamans, ces sorciers, soit ils arriveraient à se métamorphoser comme des animaux garous, soit, d'où le nom skinwalker, ils prendraient la peau des animaux et ce seraient leurs habits en fait, les animaux. Il y a même une version selon laquelle ils arriveraient à prendre l'apparence d'une personne. Mais le plus souvent, selon les légendes, les skinwalkers, comme dans le Teen Wolf en fait, se transforment en loup, en corbeau ou en coyote. Donc leur histoire, ce serait que au départ, ça aurait été des guérisseurs, donc des personnes qui étaient très importantes dans les tribus natives américaines. Des guérisseurs qui auraient utilisé leur magie pour faire le mal et qui seraient devenus en fait peu à peu mauvais, qui seraient fait manger entre guillemets par leur mauvais côté et qui... voilà, ça les aurait transformés en quelqu'un de méchant. Donc en fait ce seraient des créatures mauvaises. Personnage humanoïde 4. Celui-ci, je pense que vous en avez entendu parler parce que récemment il y a eu un film d'horreur à son sujet et c'est le Slenderman. Alors le Slenderman, c'est un type de créature différent de ce que je vous ai présenté avant, puisqu'en réalité ce n'est pas une créature qu'on retrouve dans les mythologies, dans le folklore, qu'on retrouve aussi souvent dans le passé en fait, puisque ça a été ce qu'on appelle un creepypasta. C'est des créatures qui ont été créées récemment sur internet. Il a été créé en fait sur un site qui appelait à la création de photos paranormales et un homme a décidé de faire des montages photos que je vais vous mettre à l'écran sur laquelle il a inséré ce personnage du Slenderman. Alors ce personnage du Slenderman, comme vous pouvez le voir, est représenté souvent comme... En fait il ressemble à un humain, sauf qu'il est immense. Il a des bras et des jambes disproportionnés, il est très allongé, souvent vêtu d'un costume noir. Il n'a pas de visage et il est complètement blanc du visage, des mains, voilà. Parfois il arrive qu'on lui rajoute d'autres bras, des tentacules qui lui partent du dos et il s'en servirait parfois pour marcher. Alors l'histoire de ce cher Slenderman, c'est que ce serait une créature qui viendrait enlever les enfants pour une raison encore inconnue. Et en fait son histoire s'arrête là. Et si vous vous souvenez de ce que je viens de vous dire, ce personnage a été créé par une personne sur un site internet, donc c'est quelque chose de récent quand même, hein, on est d'accord. Et pourtant, en faisant des recherches dans le passé, certaines personnes ont découvert qu'il y avait un personnage qui lui ressemblait assez, qui ressemblait, lui à cette époque ressemblait plus à la mort, et il enlevait aussi des enfants pour une raison encore inconnue. Mais en fait le Slenderman
contrairement à ce qu'on croit, existerait depuis très longtemps. Là, comme on a pu le voir, Slenderman semble être une personne quand même assez mauvaise, hein. On va pas se mentir. Créature humanoïde 5, et là cette fois je m'excuse d'avance pour la prononciation de son nom, parce que je ne suis pas sûre du tout que ça prononce comme ça. Mananangal. Je vais vous l'écrire à l'écran. Je suis désolée, je vais pas le redire parce que je pense que c'est un fiasco pour la prononciation. Et donc cette créature est une créature qui vient des Philippines et qui s'apparente un peu à l'image que nous avons des vampires. Alors cette vampire, je vais l'appeler comme ça, je vais pas me retenter à dire son nom, serait une vieille femme, mais une très belle femme, qui aurait la capacité, à la nuit tombée, de séparer le haut de son corps, son torse, du bas de son corps. Et en laissant en fait le bas de son corps, elle pourrait s'envoler avec des ailes qui ressembleraient à celles des chauves-souris. Et c'est là que son histoire se complique, c'est qu'en fait cette femme, elle s'envolerait la nuit comme ça, pour, avec ses petites ailes de chauve-souris, pour aller se nourrir des fœtus, aller rendre visite aux femmes enceintes, et avec sa langue rétractable. En fait elle a une langue qui ressemble un peu à celle des serpents, et elle se nourrirait en fait du sang des bébés dans le ventre de leur mère. C'est un vampire encore plus sympa qu'un vampire en fait. Il y a de quoi faire quelque chose de très gore. Et il existe une version de sa légende qui explique que quiconque retrouverait ses jambes pourrait la tuer en lui mettant du sel en fait sur cette partie de son corps, ou de l'ail. On retrouve le pendant du vampire du coup. Et qu'il réussirait à la tuer, comme ça elle serait piégée dans sa forme ailée, et que quand le jour, elle serait obligée du coup elle pourrait pas reprendre sa forme normale, et qu'elle serait obligée de errer toute la nuit, et quand le jour reviendrait, elle disparaîtrait en cendres parce qu'elle ne peut pas vivre au soleil avec sa forme chauve-souris, comme les vampires en fait. On va rentrer dans les créatures, plus animales je dirais que humanoïdes. Et on va commencer par une que j'ai trouvée plutôt intéressante et qui fait bien la transition en fait entre humanoïde et ce côté animal, puisqu'on va parler du Ningen. Pareil, je ne suis pas sûre de la prononciation de ce nom, je vais vous l'écrire à l'écran. Alors ce nom, Ningen, veut dire humain en japonais il me semble, et du coup c'est pour ça que ça fait bien la transition entre les deux parties. Le Ningen est une créature qui vivrait dans les eaux glaciales de l'Antarctique. Elle mesurerait entre 20 et 30 mètres de long et ressemblerait à l'humain de par le fait qu'elle a des bras avec des longs doigts, 5 longs doigts, et qu'elle aurait en fait une sorte de visage mais sans yeux, avec juste une grande bouche. Sa peau serait extrêmement pâle, voire blanche, dû sûrement au fait qu'elle vive en fait en Antarctique, dans le froid. Et là, les légendes, les témoignages, parce qu'en fait ça se ressemble aussi, c'est un peu un creepypasta, le Ningen. Donc les témoignages divergent. Certains disent qu'elle aurait une queue qui ressemblerait à celle des sirènes, et d'autres disent qu'elle aurait des jambes en fait comme les humains. Et ces créatures en fait il paraît qu'elles préféreraient la nuit. Mais selon les témoignages ils ne savent pas en fait si c'est vraiment qu'elles préfèrent la nuit ou si c'est que il est plus facile de les prendre en photo la nuit à cause de leur couleur blanche qui les fait ressortir. Et malheureusement cette créature, on ne sait pas vraiment si elle est dangereuse ou pas. On sait juste qu'elle a été un petit peu aperçue. Mais on ne sait pas en fait. On n'a pas encore établi sa légende à elle. Créature numéro 7. La mandragore. Et quand je parle de la mandragore, je parle pas de celle-ci. Compris? Et ensuite, vous la plongez dans l'autre pot et vous mettez tout autour un peu de terreau pour lui tenir chaud. Je parle d'un serpent de 50 pieds de long, avec des pattes griffées, avec des griffes, et une tête souvent décrite comme une tête de lion. Certains ajoutent même qu'elle aurait des ailes. Donc en fait, la mandragore, plutôt que de ressembler à cette petite plante qu'il y a dans Harry Potter, ressemblerait à un dragon. Sa légende, donc ce serait une créature française en fait, et sa légende remonte à très loin. Et ce serait que elle, pour une raison encore inconnue, elle aurait vécu dans une grotte et aurait tyrannisé un village, et pour
qu'elle laisse un peu en paix le village. Tous les mois, une jeune fille devait être emmenée à la bête pour qu'elle la bouffe. Ce qui est fort sympathique en fait. Et donc là j'ai pas relevé toutes les légendes parce qu'il y a énormément de légendes sur la mandragore. Alors qu'en fait je trouve qu'on en avait pas, personnellement je n'avais pas trop entendu parler de ça. Donc je vous invite à aller faire des recherches de votre côté pour voir toutes les légendes qu'il y a à son sujet. Il y en a une sur un jeune homme qui a voulu sauver sa fiancée qui était la femme qui devait être dévorée par la bête. Et voilà, il a fini par terrasser la bête. Il y a d'autres légendes qui disent que la bête était ici car elle défendait un trésor. Je vous invite à aller voir plus d'informations sur internet. Créature numéro 8, le Kato Blepa. Je ne sais encore pas comment ça se prononce. Cette vidéo va me faire des difficultés sur la prononciation de ces créatures. Alors c'est une créature qui, comme le Soul Eater, vient plus de légendes qui viennent d'Afrique, plus que de légendes européennes ou asiatiques. Et ce serait une créature qui est décrite comme étant très apathique et elle ressemblerait beaucoup en fait au bœuf, même si sa tête serait plus celle d'un cochon. Et on ajoute à tout ça que son dos est recouvert d'écailles. Cette morphologie fait que la tête en fait de la créature est tellement lourde qu'il n'arrive pas à la relever en fait, elle est constamment en bas. Et selon la légende en fait, c'est une bonne chose que sa tête soit souvent en bas car si l'on croise le regard de cette créature, on peut mourir. Il est aussi dit qu'en fait il ne tue pas ce regard mais il transforme en pierre un peu comme la gorgone méduse. Dans d'autres mythes, il est dit qu'en fait c'est pas du tout son regard qui est dangereux, c'est son souffle car à force d'ingérer des plantes toxiques, quand il respire, en fait il respire quelque chose de toxique, un air toxique qui peut tuer quiconque croise son chemin. Donc encore une fois, il semblerait que ce soit une créature qui soit pas très sympathique. Créature numéro 9, et là c'est le Yateveho ou Dunyak, je sais pas si ça se prononce comme ça, en Asie. Le Yateveho c'est en Amérique du Sud. Ça s'écrit Yateveho mais la signification en fait c'est je te vois. Donc je suis nulle en espagnol mais je crois que normalement je te vois c'est Yateveho. Je peux me tromper. Et en fait là ce n'est ni un animal donc ni un être humain, ce serait un arbre qui se nourrirait d'insectes, d'animaux et d'êtres humains. Encore une fois je vais faire un parallèle à J.K. Rowling mais un peu comme le sol cogneur sauf que là c'est quelque chose de qui mange les gens. Il fait pas que les cogner, il les mange. Et donc la description, là cette fois je vais vous lire un texte parce que c'est la description provient du texte de J.W. Buell qu'il a écrit en 1887 dans Land and Sea. En fait c'est pas lui qui l'a vu vraiment cet arbre, c'est une légende et une description qui lui a été rapportée par un ami qui a vécu très longtemps en Amérique du Sud. Le Yateveho aurait un tronc petit et épais du haut duquel rayonnent des épines géantes, fines et flexibles mais d'une ténacité incroyable, dont les bords sont hérissés de picots ou de dents aiguisées. Au lieu de pousser tout droit ou en formant un angle avec le tronc, ces épines ont leur extrémité posée au sol et sont si joliment distribuées que le tronc ressemble à un divan entouré de tissu vert. Le voyageur malchanceux, inconscient de la créature monstrueuse qui le guette, et curieux d'examiner la plante ou de s'asseoir sur sa tige accueillante, s'approche sans se douter qu'il y laisse sa vie. Dès le moment où ses pieds se posent dans le cercle des horribles épines, elles s'élèvent, comme des gigantesques serpents, et s'enlacent jusqu'à ce que la victime soit poussée vers le tronc, où elles la transpercent de leurs picots, terminant ainsi le massacre. Le corps est alors écrasé jusqu'à la dernière goutte de sang, en été extraite et absorbée par la plante, après quoi la carcasse desséchée est rejetée et le piège se remet en place. Comme vous pouvez voir, là encore, c'est une créature qui est vraiment pas sympathique, j'aimerais pas croiser le chemin du Yateveho. Et enfin, dernière créature, c'est encore pas trop une créature et c'est quelque chose que je pense que vous connaissez, c'est le feu follet. Si vous ne connaissez pas, les feux follets c'est des lueurs jaunâtres, parfois verdâtres, rougeâtres, mais très souvent décrites comme bleues, et qui volettent au-dessus du sol, mais c'est quelque chose de très éphémère en fait. C'est une petite flamme qui vole
quelques secondes avant de disparaître. Donc d'une manière générale, dans les légendes et dans le folklore, que ce soit en fait dans n'importe quel pays, on parle de ces feux follets. Il est dit que c'est des esprits malins qui hanteraient les marais, qui hanteraient les cimetières et qui chercheraient à perdre en fait les personnes qui croiseraient leur chemin. Il est aussi dit que ça pourrait être des petites fées ou des petits fantômes et parfois l'esprit d'enfants qui seraient morts en fait avant d'être baptisés. Donc en gros dans le folklore, les feux follets c'est pas quelque chose de sympathique et c'est quelque chose qui voudrait bien que vous les rejoigniez en tant que feux follets. Dans la réalité, c'est des choses qui existent, les feux follets, et ça a été expliqué scientifiquement. En fait, c'est une réaction chimique qui a lieu quand... je suis pas scientifique du tout, donc je vais essayer de vous expliquer ça correctement. C'est des gaz qui s'échappent de la terre. Dans les cimetières, c'est des gaz qui s'échappent du corps humain quand il est en décomposition ou de plantes qu'il y a dans la tombe, ou du coup quand c'est dans la terre, des plantes qui existent qui sont en décomposition. Donc c'est le gaz qui s'y échappe et quand il rentre en contact avec l'air, ça fait une mini combustion. Ce qui donne les petites flammes, les flamèches de feux follets. Il y a une histoire je crois de méthane, de trucs inflammables, pas inflammables. Allez voir Wikipédia, voilà, ça vous expliquera plus clairement, mais j'espère que vous avez compris ce que je viens de vous dire. Mais en soi, les feux follets ça existe et c'est scientifiquement prouvé. Du coup, en plus d'être une petite créature qui peut être sympa à mettre dans une histoire, ça peut être aussi pratique pour si jamais votre personnage recherche un corps. Il peut le retrouver grâce au feu follet. Hein. Moi je dis ça, je dis rien. Voilà donc 10 créatures dont je pense qu'on parle pas assez, que je trouve super intéressantes, plutôt cool et plutôt oubliées pourtant. J'espère qu'elles vous auront plu autant que moi je les ai trouvées sympas. Après je vous invite à aller chercher sur internet, il y a tellement d'autres créatures dans le folklore international. Voilà. Et sinon, bah, inventer vos propres créatures aussi, c'est sympa. Hein. On va pas se mentir, quand on a assez d'imagination, autant créer ces créatures. Et créer du coup des nouveaux folklores, des nouvelles légendes. Parce que ça aussi c'est sympathique, hein. On va pas se mentir non plus. Et puis bah, j'espère que vous pourrez en faire quelque chose, hein, que vous avez découvert quelque chose que vous ne les connaissiez pas. N'hésitez pas dans les commentaires à me dire celle que vous avez préférée ou à me partager en fait votre créature préférée parce que peut-être que ça vous aidera à en découvrir d'autres. Et bah du coup je vous souhaite encore un joyeux Halloween. Je vous souhaite d'écrire des histoires qui font bien peur, des histoires qui sont bien fantastiques, ou bah pas du tout en fait si vous écrivez autre chose, ben, je vous souhaite de continuer d'écrire. Et continuez d'être vous, continuez de croire en vous si vous ne croyez pas en vous. Moi je crois en vous, parce que je sais que vous êtes capable de faire tout ce que vous voulez faire. Et je vous fais des gros bisous, parce que vous êtes des gens géniaux.